Bienvenue dans cet épisode spécial de notre chaîne d'histoire audio pour adultes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant de Robinson Crusoe, une légende littéraire qui a inspiré des générations. Si vous cherchez une histoire apaisante pour vous détendre ou pour accompagner votre sommeil, vous êtes au bon endroit. Ce récit, plein de survie, d'espoir et de réflexion, vous emportera loin des préoccupations du quotidien. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous transporter par ce voyage extraordinaire. Bonne écoute. Dans cette adaptation captivante de l'histoire classique de Robinson Crusoe, suivez le voyage d'un homme courageux et déterminé abandonné sur une île déserte après un naufrage tragique. Plongé dans un récit émouvant où survie, solitude et espoir se mélangent harmonieusement. Chaque chapitre vous transporte dans un monde exotique où la nature sauvage côtoie les luttes intérieures de Robinson. Cette histoire, pleine de suspense et de réflexion profonde, est idéale pour ceux qui souhaitent s'évader avant de s'endormir. Chapitre 1. Le naufrage. L'océan rugissait sous le vent violent, ses vagues gigantesques fracassant sans pitié contre le navire en perdition. Robinson Crusoe, jeune marchand anglais de 26 ans, se tenait debout sur le pont, son cœur battant la chamade dans sa poitrine comme un tambour de guerre. La tempête avait commencé 2 jours plus tôt, mais jamais il n'aurait imaginé qu'elle prendrait une telle ampleur. Il serrait fermement la rambarde en bois, ses jointures blanchies par l'effort, tandis que des trombes d'eau salée s'abattaient sur lui sans relâche. Robinson revoyait encore le visage inquiet du capitaine 3 jours auparavant, lorsqu'un autre bateau avait proposé de les secourir alors qu'ils naviguaient près des côtes africaines. « Nous devrions accepter leur aide, monsieur Crusoe », avait insisté le vieux marin, ses yeux bleus reflétant toute son expérience. Mais Robinson, trop confiant dans la solidité du navire et persuadé que la tempête passerait rapidement, avait refusé. « Cette coque peut résister à bien pire », avait-il répondu avec arrogance, tapotant le bastingage comme pour appuyer ses dires. Maintenant, il regrettait amèrement sa décision. Le navire, baptisé l'Espérance, tanguait dangereusement sous les assauts furieux des éléments. Les mâts craquaient sinistrement, leurs cordages fouettant l'air comme des serpents enragés. Les cris des marins se mêlaient au grondement du tonnerre, formant une symphonie chaotique qui glaçait le sang. Robinson voyait ses compagnons tomber les uns après les autres, happés par les flots noirs et tumultueux. Certains tentaient désespérément de se raccrocher aux débris flottants, tandis que d'autres disparaissaient instantanément dans les profondeurs abyssales. Dans ce chaos absolu, Robinson parvint à s'accrocher à un tonneau vide qui flottait à proximité. Ses membres étaient engourdis par le froid mordant et ses poumons brûlaient à chaque inspiration, forcée d'air salin. Il sentait ses forces diminuer à mesure que les heures s'égrenaient, mais une petite voix intérieure lui hurlait de ne pas abandonner. « Respire, Robinson, respire !» se répétait-il inlassablement comme une prière silencieuse. Les heures se transformèrent en une éternité liquide. Le ciel nocturne parsemé d'étoiles indifférentes semblait moquer son combat désespéré contre la mort. Puis, soudainement, au moment où ses forces l'abandonnaient presque complètement, il sentit quelque chose de solide sous ses pieds. D'abord incrédule, il réalisa peu à peu qu'il touchait le fond sablonneux d'une plage. L'océan, dans un dernier sursaut de colère, le propulsa sur le rivage avant de se retirer, laissant Robinson échouer comme un poisson hors de l'eau. Il resta là plusieurs minutes, allongé sur le dos, fixant le ciel étoilé à travers ses paupières mi-closes. Son corps entier était meurtri. Chaque muscle protestait contre le moindre mouvement. Mais une pensée claire émergeait de son esprit embrumé. « Je suis vivant ». Ces simples mots résonnaient en lui comme une promesse. Renouvelée. Doucement, il se redressa en position assise, grimaçant sous la douleur lancinante de ses blessures. Autour de lui,
L'obscurité enveloppait tout. À quelques mètres seulement, une forêt dense et impénétrable semblait le défier, ses arbres immenses formant une muraille obscure. Derrière lui, l'océan continuait de gronder, mais son rugissement semblait maintenant plus distant, comme si la mer elle-même reconnaissait qu'elle avait perdu cette bataille particulière. Robinson frissonna, non seulement à cause du froid persistant, mais aussi face à la réalité brutale de sa situation. Il était seul, complètement isolé sur une île inconnue. « Dieu merci, je suis encore en vie », murmura-t-il doucement, sa voix rauque à peine audible par-dessus le bruit des vagues mourantes. Il prit une profonde inspiration, savourant l'air frais qui remplissait ses poumons. Malgré la gravité de sa situation, une lueur d'espoir naissait en lui. « Si j'ai survécu à cette tempête infernale, je peux survivre à ça aussi », se dit-il avec une détermination renouvelée. Pendant les heures qui suivirent, Robinson entreprit de faire un rapide inventaire de ce qui l'entourait. Sur la plage, éparpillé parmi les débris du naufrage, il trouva quelques objets précieux. Un couteau rouillé mais fonctionnel, une vieille Bible à moitié trempée, une gourde vide et quelques morceaux de toile qui avaient appartenu aux voiles du navire. Chaque découverte, aussi modeste soit-elle, nourrissait son optimisme grandissant. La nuit avançait inexorablement, et avec elle, la température chutait dangereusement. Robinson comprit qu'il devait trouver un abri rapidement. En titubant légèrement, il explora les environs immédiats, testant la solidité des arbres et cherchant un endroit où il pourrait se protéger des éléments. Finalement, il découvrit une petite cavité naturelle dans la falaise qui bordait la plage. Elle n'était pas parfaite, loin de là, mais elle offrait une protection suffisante contre le vent et la pluie intermittente. En rampant à l'intérieur de cette alcôve rocheuse, Robinson ressentit une étrange sensation de sécurité. Pour la première fois depuis des heures, il permit à son esprit de se détendre légèrement. Il sortit la vieille Bible de sa poche trempée et l'ouvrit délicatement. Les pages étaient gonflées d'eau, mais certains passages restaient lisibles. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », lut-il à voix basse, ces mots familiers apportant un réconfort inattendu. Alors qu'il sombrait lentement dans un sommeil agité, Robinson ne pouvait s'empêcher de penser à son existence d'avant. Son confortable appartement londonien, les soirées passées avec ses amis marchands, les discussions animées autour d'une table bien garnie. Tout cela semblait appartenir à une autre vie, un rêve lointain qu'il risquait d'oublier avec le temps. Mais dans ce moment de vulnérabilité extrême, une vérité émergeait clairement. Il avait toujours pris pour acquis les petites choses de la vie, les relations humaines, la simple présence d'autres êtres pensants. Cette prise de conscience le fit sourire malgré lui. « Eh bien, Robinson Crusoe, se dit-il en fermant les yeux, tu as désormais tout le temps du monde pour apprécier chaque petit miracle. » Et avec cette pensée ironique mais porteuse d'espoir, il sombra dans un sommeil profond, bercé par les derniers murmures de l'océan agonisant. Le lendemain matin, lorsque Robinson ouvrit les yeux, il fut accueilli par un spectacle étonnamment paisible. La tempête avait totalement disparu, laissant place à un ciel d'un bleu limpide. Les rayons du soleil filtraient à travers les feuilles des palmiers, créant des motifs dansants sur le sable doré. Cette beauté naturelle contrastait cruellement avec le chaos de la veille, comme si la nature elle-même voulait lui rappeler qu'il existait encore de la beauté dans le monde. Robinson sortit prudemment de son abri improvisé, testant ses muscles endoloris. Chaque mouvement lui rappelait la violence de la tempête, mais il se força à avancer. Il devait explorer son nouvel environnement, comprendre où il se trouvait exactement. Lentement, il se dirigea vers la forêt, observant attentivement chaque détail. Les arbres étaient immenses, certains dépassant facilement 30 mètres de hauteur. Le sol était couvert d'une épaisse couche de feuilles mortes, et partout autour de lui, il entendait les bruits discrets d'animaux invisibles. Au bout de quelques minutes de marche, il découvrit une source d'eau douce.
C'était une petite cascade qui tombait dans un bassin naturel entouré de plantes luxuriantes. Robinson s'agenouilla près de l'eau, plongea ses mains tremblantes dans le liquide cristallin et but avidement. Le goût frais et pur de l'eau, lui, rappela combien les choses simples pouvaient être précieuses. Tout en buvant, il remarqua des fruits colorés suspendus aux branches basses des arbres environnants. Bien qu'il ne reconnaisse pas toutes les variétés, certaines semblaient aux familières, des mangues, peut-être, et des fruits ressemblant à des papayes. « La nature semble vouloir me nourrir », pensa-t-il, bien qu'une pointe de méfiance subsistait. Il décida de ne goûter qu'aux fruits qu'il reconnaissait parfaitement. De retour sur la plage, Robinson entreprit de rassembler tous les objets utiles qu'il pouvait trouver parmi les débris du naufrage. Il récupéra des planches de bois, des cordages, des outils rouillés et même quelques vêtements secs. Chaque objet trouvé représentait une petite victoire, un pas de plus vers la survie. Il organisa méthodiquement son trésor devant son abri, prenant le temps de tout examiner attentivement. Le soleil commençait à descendre à l'horizon lorsque Robinson termina son inventaire. Il avait maintenant un petit stock de provisions rudimentaires et quelques outils qui pourraient lui être utiles. Mais surtout, il avait accompli quelque chose d'essentiel. Il avait transformé sa panique initiale en action concrète. Chaque tâche accomplie, aussi minime soit-elle, l'aidait à maintenir son esprit occupé et à repousser la terreur qui menaçait constamment de l'envahir. Assis devant son abri, regardant le soleil se coucher dans une explosion de couleurs orangées et roses, Robinson Crusoe se surprit à sourire. « Une journée de plus », se dit-il doucement, « une journée de plus en vie. » Et dans ce simple constat, il trouva une force nouvelle, une détermination qui allait devenir son moteur dans les jours, les semaines et les années à venir. Chapitre 2. La première nuit. La nuit tombait rapidement, enveloppant l'île d'un silence oppressant qui contrastait fortement avec le tumulte de la tempête de la veille. Robinson Crusoe, encore tremblant de froid et de fatigue, cherchait un abri plus sûr et durable que l'alcôve rocheuse où il avait passé sa première nuit. Il savait qu'il devait agir vite avant que les ténèbres ne l'engloutissent complètement. Son esprit, bien que fatigué, fonctionnait à plein régime, analysant chaque détail de son environnement pour maximiser ses chances de survie. Il grimpa péniblement jusqu'à une petite colline qui surplombait la plage, espérant y trouver une meilleure position pour évaluer son nouvel habitat. Chaque pas lui coûtait un effort considérable. Ses muscles protestaient contre le moindre mouvement, mais il se força à avancer. Arrivé au sommet, il découvrit une vue imprenable sur l'île. À l'est, la plage dorée s'étendait sur plusieurs kilomètres, bordée par une dense forêt tropicale. Au loin, des montagnes escarpées se dressaient comme des sentinelles silencieuses, leur sommet perdu dans les nuages bas du crépuscule. Mais ce qui attira immédiatement son attention fut une grotte partiellement ouverte, située à mi-pente de la colline. Elle semblait suffisamment grande pour offrir un refuge convenable et surtout, elle était naturellement protégée des intempéries. Sans hésiter, Robinson descendit prudemment vers la grotte, testant chaque pas sur le sol instable couvert de feuilles mortes et de gravier glissant. À l'intérieur, le sol était sec et relativement plat. L'air frais et humide portait une odeur de terre et de végétation en décomposition, mais rien qui indiquait la présence récente d'animaux dangereux. Robinson soupira de soulagement. Il examina attentivement les parois rocheuses, constatant que la grotte formait une sorte de couloir court qui se terminait par une petite alcôve naturelle. Cet espace serait parfait pour installer un lit improvisé et stocker ses maigres possessions. Avant de s'installer pour la nuit, il décida d'explorer les environs immédiats pour s'assurer qu'il n'y avait aucun danger imminent. De son couteau rouillé, il fouilla les buissons proches de la grotte, découvrant quelques fruits comestibles qu'il reconnut grâce à ses lectures antérieures sur la flore tropicale. Parmi eux, des mangues mûres et des noix de coco vertes,
dont il récupéra l'eau rafraîchissante en perçant leur coque épaisse avec la pointe de son couteau. De retour à la grotte, Robinson entreprit de rendre son nouveau refuge aussi confortable que possible. Il utilisa les morceaux de toile récupérés sur la plage pour créer une sorte de rideau rudimentaire à l'entrée de la grotte, offrant ainsi une protection supplémentaire contre les insectes et les courants d'air. Avec des branches sèches ramassées aux alentours, il construisit un petit foyer à l'intérieur même de la grotte, prenant soin de choisir un emplacement où la fumée pourrait s'échapper sans trop de difficulté. Allumer un feu dans ces conditions se révéla être un véritable défi. Ses mains tremblaient encore de fatigue, et l'humidité persistante rendait le bois difficile à enflammer. Mais Robinson, doté d'une volonté farouche, persévéra. Après plusieurs tentatives infructueuses, il réussit finalement à produire une étincelle en frappant deux pierres l'une contre l'autre. Le feu prit lentement vie, ses flammes vacillantes projetant des ombres dansantes sur les parois de la grotte. Ce simple geste, presque banal dans sa vie d'avant, lui apporta une immense satisfaction et un sentiment de sécurité. Assis près du feu naissant, Robinson fouilla ses poches, retrouvant quelques objets précieux qu'il avait conservés depuis son naufrage. Outre le couteau, il découvrit une boîte de biscuits pratiquement vide, une lampe à huile miraculeusement intacte et une petite bouteille contenant quelques gouttes d'huile. Ces trouvailles, bien que modestes, représentaient un trésor inestimable dans sa situation actuelle. Il alluma la lampe à huile avec précaution, profitant de la lumière chaleureuse qui dissipa progressivement l'obscurité autour de lui. Le contraste entre la lumière douce de la lampe et les ténèbres opaques de la grotte créait une atmosphère presque magique. Robinson sentit une vague de calme l'envahir, malgré les circonstances dramatiques. Il observa longuement les flammes dansantes, leur mouvement hypnotique aidant son esprit à se détendre. Pour la première fois depuis son arrivée sur l'île, il permit à ses pensées de vagabonder librement, sans la pression constante de la survie immédiate. Il repensa à sa vie en Angleterre, à sa famille qu'il avait quittée dans des circonstances plutôt tumultueuses. Son père, un homme pragmatique et sage, lui avait maintes fois conseillé de rester à la maison, de poursuivre une carrière stable dans le commerce familial. Mais Robinson, jeune et avide d'aventure, avait toujours rêvé d'explorer le monde, de faire fortune rapidement et de prouver sa valeur. « Si seulement j'avais écouté tes conseils, père », murmura-t-il doucement, les yeux fixés sur les flammes. Peut-être serais-je maintenant assis confortablement dans notre salon, entouré de ceux que j'aime. Mais ces regrets appartenaient au passé. Ici, sur cette île déserte, seul comptait le présent. Il devait apprendre à survivre, à s'adapter à cet environnement hostile et étrange. Et pour cela, il devait se concentrer sur les ressources disponibles autour de lui. En regardant autour de lui, il réalisa qu'il n'avait pas grand-chose pour survivre. Mais il se dit fermement « Je dois rester calme. J'ai déjà traversé des moments difficiles. Je peux affronter cela. » Cette détermination renouvelée le poussa à organiser méthodiquement son espace. Il divisa mentalement la grotte en différentes zones, une pour dormir, une pour stocker ses provisions et une pour le feu. Avec des branches flexibles et des lianes, il confectionna un cadre rudimentaire qu'il recouvrit de grandes feuilles pour créer une sorte de lit suspendu. Cette innovation improvisée lui permettrait de dormir à l'abri de l'humidité du sol. Ensuite, il rangea soigneusement ses maigres possessions dans des creux naturels de la roche, créant ainsi un système de rangement rudimentaire mais efficace. Les fruits qu'il avait collectés plus tôt furent disposés dans un coin sec, tandis que les outils récupérés du naufrage trouvaient leur place près de son lit. Chaque objet avait désormais sa place, et cette organisation méthodique contribua à renforcer son sentiment de contrôle sur la situation. Alors qu'il terminait d'aménager son refuge, Robinson remarqua un détail intrigant, une série de marques gravées dans la roche près de l'entrée de la grotte. Elles semblaient anciennes,
probablement faites par des mains humaines. Intrigué, il passa ses doigts sur les gravures, essayant de comprendre leur signification. Était-elle le témoignage d'un autre naufragé, d'anciens habitants de l'île? Cette découverte inattendue alimenta son imagination, tout en suscitant un mélange complexe de curiosité et d'inquiétude. Peut-être que je ne suis pas le premier à avoir trouvé refuge ici, pensa-t-il, oscillant entre espoir et appréhension. Et si quelqu'un d'autre avait survécu? Ou pire, si cette île abrite des dangers que je ne peux même pas imaginer? Ses pensées le tinrent éveillé pendant de longues minutes, mais la fatigue accumulée finit par prendre le dessus. Il s'allongea sur son lit improvisé, enveloppé dans un morceau de toile récupéré, et contempla une dernière fois les flammes mourantes du feu. Le bruit apaisant des vagues au loin, combiné avec le crépitement discret des braises, forma une berceuse naturelle qui l'emporta doucement vers le sommeil. Dans ses rêves, Robinson revit des images familières de son enfance, les rues pavées de Londres, les visages souriants de ses parents, les conversations animées avec ses amis marchands. Mais ces scènes idylliques étaient entrecoupées de visions plus sombres, la tempête déchaînée, les cris des marins mourants, la solitude accablante de l'île. Il se réveilla plusieurs fois au cours de la nuit, en sueur, le cœur battant, mais chaque fois, il se rassura en touchant les objets familiers autour de lui, le couteau, la lampe à huile, la Bible trempée. Lorsque le soleil se leva enfin, projetant ses premiers rayons dorés à travers l'entrée de la grotte, Robinson se sentit étonnamment reposé. La nuit avait été longue et peuplée de cauchemars, mais il avait survécu. Et dans cette simple vérité résidait toute sa force. Il se redressa lentement, grimaçant sous les courbatures qui parcouraient son corps, mais déterminé à affronter cette nouvelle journée avec courage. En sortant de la grotte, il fut accueilli par une scène magnifique. La rosée matinale scintillait sur les feuilles des arbres, les oiseaux chantaient joyeusement, et l'océan brillait sous le soleil levant, comme un miroir infini. Robinson prit une profonde inspiration, savourant l'air frais et salé. Une nouvelle journée commence, se dit-il avec une pointe d'optimisme, et qui sait ce qu'elle me réserve. Avec cette pensée encourageante, il entreprit de planifier sa journée. Il devait explorer davantage l'île, trouver de nouvelles sources d'eau et de nourriture, peut-être découvrir d'autres traces d'habitation humaine. Mais pour l'instant, il se concentra sur les tâches immédiates. Raviver le feu, inspecter ses provisions et s'assurer que son refuge était sécurisé. Chaque action accomplie, aussi modeste soit-elle, renforçait son sentiment de contrôle et d'espoir. En milieu de matinée, Robinson décida d'explorer la partie de la forêt qu'il avait aperçue la veille. Armé de son couteau et d'un bâton improvisé, il s'enfonça prudemment sous le couvert des arbres. La densité de la végétation rendait la progression difficile, mais il découvrit rapidement une richesse insoupçonnée. Des plantes médicinales, des fruits exotiques, et même des sources d'eau douce cachées parmi les racines des arbres géants. Chaque découverte le remplissait d'un enthousiasme croissant. Il comprenait maintenant que cette île, bien qu'hostile et isolée, regorgeait de ressources qui pouvaient assurer sa survie. Mais plus important encore, il réalisait que sa capacité à s'adapter, à observer et à apprendre serait son principal atout dans cette lutte pour la survie. De retour à la grotte en fin d'après-midi, Robinson passa plusieurs heures à organiser ses découvertes. Il classa les plantes médicinales séparément des fruits comestibles, nota mentalement les emplacements des sources d'eau et planifia comment utiliser au mieux les matériaux disponibles pour améliorer son refuge. Chaque tâche accomplie, chaque problème résolu, renforçait sa détermination et sa confiance en ses capacités. Alors que le soleil se couchait à nouveau, Robinson s'assit devant son feu, contemplant les flammes dansantes. Il avait survécu à une deuxième nuit sur l'île, et malgré les défis qui l'attendaient, il sentait qu'il commençait à trouver sa place dans cet environnement sauvage. « Je suis Robinson Crusoe », murmura-t-il doucement, comme pour se rappeler qui il était. « Et je survivrai. »
Chapitre 3. La découverte de l'île. Au petit matin du 3e jour, Robinson Crusoe se leva avec une nouvelle détermination. Après avoir passé 2 nuits à consolider son refuge, il sentait qu'il était temps d'explorer plus profondément l'île pour en comprendre les ressources et les dangers. Armé de son couteau, d'un bâton improvisé et d'une gourde remplie d'eau de source, il se mit en route vers la forêt dense qui s'étendait au-delà de sa grotte. La progression fut difficile. Les arbres immenses formaient un dôme naturel qui bloquait une grande partie de la lumière du soleil, plongeant la forêt dans une semi-pénombre constante. Le sol était couvert d'une épaisse couche de feuilles mortes et de racines apparentes, rendant chaque pas incertain. Pourtant, Robinson avançait avec méthode, marquant son chemin en gravant des signes discrets sur les troncs d'arbres avec son couteau. Il savait que se perdre dans cette jungle serait un risque mortel. Après plusieurs heures de marche prudente, il découvrit une clairière inattendue. Là, sous la lumière dorée du soleil filtrant à travers les feuilles, il trouva ce qui semblait être un véritable trésor, des cocotiers chargés de noix de coco mûres, des buissons de fruits exotiques, et même une petite mare d'eau douce entourée de plantes luxuriantes. Robinson sourit intérieurement. Cet endroit pourrait devenir une réserve précieuse pour ses besoins futurs. Mais ce n'est pas tout. En observant attentivement, il remarqua des traces animales autour de la mare, empreintes de pattes, brindilles cassées et même quelques plumes colorées. Ces indices lui confirmèrent que l'île abritait une faune variée. « Peut-être pourrais-je apprendre à chasser ou à pêcher », pensa-t-il, son esprit déjà en train d'imaginer des pièges rudimentaires ou des outils de pêche improvisés. Alors qu'il ramassait des fruits et remplissait sa gourde à la mare, un bruit étrange attira son attention. Un cri aigu, presque musical, résonna depuis les branches hautes d'un arbre voisin. Levant les yeux, il aperçut un perroquet multicolore, bleu vif, jaune éclatant et vert émeraude, perché sur une branche basse. L'oiseau pencha la tête, le regardant avec curiosité. Robinson, fasciné, tendit lentement la main vers lui. « Paul », murmura-t-il doucement, utilisant instinctivement un nom classique pour les perroquets. À sa grande surprise, l'oiseau ne s'envola pas. Au contraire, il descendit légèrement, se rapprochant de lui. Robinson resta immobile, osant à peine respirer. Finalement, le perroquet atterrit sur son épaule gauche, ses serres légères effleurant sa chemise déchirée. « Eh bien, Paul, on dirait que tu es mon premier compagnon ici, » dit-il avec un sourire sincère. Avec Paul sur son épaule, Robinson continua son exploration. Il découvrit des palmiers dont les feuilles larges pourraient servir à construire un abri plus robuste, ainsi que des lianes solides pour fabriquer des cordes. Chaque découverte renforçait son sentiment d'espoir. Cette île, bien qu'isolée, regorgeait de possibilités. Il se surprit même à fredonner une vieille chanson anglaise, sa voix résonnant doucement dans la forêt silencieuse. Enfin, l'après-midi, il retourna à sa grotte, les bras chargés de provisions et l'esprit léger. Paul, toujours perché sur son épaule, semblait parfaitement à l'aise. Robinson passa la soirée à organiser ses trouvailles, planifiant comment utiliser chaque ressource. Avant de s'endormir, il caressa doucement la tête de Paul. « Nous allons nous en sortir, toi et moi », murmura-t-il. Chapitre 4. La construction du refuge. Les jours suivants, Robinson Crusoe se consacra entièrement à la construction d'un refuge plus solide et durable. Bien que sa grotte lui ait offert une protection initiale, il savait qu'elle ne pourrait pas suffire à long terme. L'humidité constante, l'espace restreint et le manque de lumière naturelle rendaient son habitation actuelle inconfortable. Avec Paul, le perroquet multicolore toujours perché sur son épaule, il entreprit de bâtir une cabane près de la plage, là où il pourrait profiter d'une meilleure ventilation et d'une vue imprenable sur l'océan. Robinson commença par dessiner un plan rudimentaire dans le sable, utilisant des branches pour marquer les dimensions de sa future demeure. Il voulait une structure rectangulaire, avec un toit incliné pour permettre à l'eau de pluie de s'écouler facilement. Pour cela,
il avait besoin de matériaux solides et légers. Les troncs de palmiers tombés lors de tempêtes passées devinrent ses piliers principaux, tandis que les lianes robustes serviraient de cordes pour assembler les pièces. Chaque matin, il partait explorer la forêt à la recherche de ces précieux matériaux, accompagné par les cris joyeux de Paul qui semblait approuver ses choix. La première étape fut la plus difficile, couper et tailler les troncs pour créer une ossature stable. Son couteau rouillé n'était pas conçu pour ce genre de travail, mais Robinson y mit toute son énergie. Il planta fermement la lame dans le bois tendre des jeunes palmiers, chaque coup résonnant comme un tambour dans la quiétude de la forêt. Ses mains étaient rapidement couvertes d'ampoules, mais il refusait d'abandonner. « Un homme doit savoir s'adapter », se répétait-il, même lorsque la fatigue menaçait de l'emporter. Une fois les poteaux taillés, il les enfonça profondément dans le sol sablonneux, formant un cadre rectangulaire. Les lianes furent ensuite tressées autour des troncs pour maintenir l'ensemble en place. Cette technique, bien qu'improvisée, fonctionnait remarquablement bien. Robinson réalisa rapidement qu'il pouvait utiliser les mêmes méthodes pour construire des murs solides. Il récupéra des feuilles de palmier géantes et les attacha aux montants verticaux, créant ainsi une barrière contre les intempéries et les regards indiscrets. Le toit fut la partie la plus complexe. Robinson savait qu'il devait être étanche pour résister aux pluies tropicales fréquentes. Après plusieurs tentatives infructueuses, il découvrit une solution ingénieuse. Superposer des couches de feuilles de palmier en alternance, les unes pointant vers le haut, les autres vers le bas. Cette disposition créait une sorte de gouttière naturelle qui permettait à l'eau de glisser sans s'infiltrer. Une fois terminé, le toit ressemblait à une coiffe exotique, oscillant doucement sous la brise marine. À l'intérieur de la cabane, Robinson organisa minutieusement son espace. Un coin fut réservé pour dormir, où il disposa des feuilles séchées recouvertes de toile récupérées du naufrage. Un autre fut dédié au stockage de nourriture, avec des fruits suspendus à des cordes pour éviter les rongeurs. Enfin, il installa un petit foyer central creusé directement dans le sol, où il pourrait cuisiner ou simplement se réchauffer pendant les nuits fraîches. Un soir, alors qu'il inspectait fièrement son travail, Robinson entendit un bruit sourd derrière lui. Se retournant rapidement, il vit une horde de singes approcher. Ils semblaient curieux, leurs yeux brillants scrutant chaque détail de la nouvelle construction. Certains grimpaient déjà sur le toit, testant la solidité des feuilles de palmier. Robinson saisit immédiatement son couteau, prêt à défendre son territoire. Mais avant qu'il ne puisse agir, Paul prit la parole, lançant un cri strident qui fit fuir les intrus. Robinson éclata de rire, caressant doucement la tête de son compagnon ailé. « Bien joué, Paul. Tu es mon meilleur gardien. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée, Robinson dormit dans un véritable lit, sous un toit solide. Le sentiment de sécurité qu'il ressentait était indescriptible. Il contempla longuement les flammes vacillantes du feu avant de sombrer dans un sommeil profond, bercé par le bruit apaisant des vagues. Chapitre 5. La vie solitaire. Les mois passèrent lentement et Robinson Crusoe s'habitua progressivement à sa nouvelle existence. Chaque jour suivait un rythme presque mécanique, lever au lever du soleil, exploration de l'île, chasse. Ou cueillette, retour à la cabane pour préparer le repas, et enfin, une soirée tranquille à observer les étoiles ou à parler à Paul. Le perroquet, devenu son confident silencieux, répondait souvent à ses questions avec des mots simples qu'il avait appris à imiter. « Manger », disait-il, lorsque Robinson sortait des fruits. « Boire », lorsqu'il remplissait sa gourde. Ces petites interactions apportaient une touche d'humanité à sa solitude. Mais malgré cette routine apaisante, Robinson ne pouvait ignorer le poids de son isolement. Les premières semaines avaient été remplies d'excitation et de découvertes. Mais à mesure que le temps passait, il sentait une vague de mélancolie l'envahir. Il pensait souvent à sa famille, à ses amis,
Ah, la vie qu'il avait fuie en Angleterre. Les soirées étaient particulièrement difficiles. Assis devant son feu, il imaginait des conversations fictives avec son père, discutant de ses aventures comme s'il était encore assis dans leur salon londonien. Parfois, il riait tout seul en pensant aux réactions de ses amis marchands s'ils le voyaient maintenant, barbu et vêtu de guenilles. Pour combattre cette solitude, Robinson se lança dans des projets toujours plus ambitieux. Il cultiva un petit potager près de la cabane, plantant des graines qu'il avait trouvées dans les fruits comestibles. Les premières pousses furent un véritable miracle pour lui. Chaque matin, il inspectait attentivement les plants, mesurant leur croissance millimètre par millimètre. « Bientôt, nous aurons des légumes frais », disait-il à Paul, qui l'observait avec curiosité. Ce potager devint rapidement une source de fierté et un moyen de se connecter à la terre qui l'entourait. Il apprit également à pêcher. Armé d'une lance improvisée faite de bois durci au feu, il passait des heures dans les lagons peu profonds, observant les poissons nager autour de ses pieds. Au début, ses tentatives furent infructueuses, mais avec patience et persévérance, il réussit finalement à capturer son premier poisson. Ce succès lui procura une joie immense. Il dansa presque sur la plage, brandissant sa prise comme un trophée. Ce poisson, grillé sur le feu, fut l'un des repas les plus savoureux qu'il eût jamais mangé. Un jour, alors qu'il explorait une partie inconnue de l'île, Robinson découvrit une clairière mystérieuse. Là, dans le sable humide, il aperçut des traces de pas humains. Son cœur bondit dans sa poitrine. Était-elle fraîche? Appartenait-elle à un autre naufragé? Ou pire, à des indigènes hostiles? Il examina attentivement les empreintes, notant leur taille et leur profondeur. Elles semblaient avoir été laissées récemment, peut-être quelques jours auparavant. Cette découverte le troubla profondément. Jusqu'à présent, il avait cru être seul sur l'île. Maintenant, il devait rester vigilant. De retour à la cabane, Robinson renforça les défenses autour de son refuge. Il creusa un fossé peu profond et y planta des branches acérées pour dissuader d'éventuels intrus. Chaque nuit, il vérifiait que le feu brûlait encore, car il savait que la lumière et la fumée pouvaient attirer l'attention. Malgré ses précautions, il ne put s'empêcher de scruter l'horizon à chaque lever et coucher de soleil, espérant ou redoutant de voir apparaître une silhouette humaine. Et chapitre 6, la rencontre inattendue. Un an après son arrivée sur l'île, Robinson Crusoe vécut une expérience qui allait bouleverser son existence solitaire. Jusqu'à présent, il avait cru être le seul être humain sur cette terre, isolé. Mais ce jour-là, tout changea. Alors qu'il explorait une plage éloignée de sa cabane, attiré par des bruits inhabituels, il entendit des cris lointains qui résonnaient dans l'air chaud et salé. Intrigué et légèrement inquiet, il se dirigea prudemment vers la source du bruit, suivi de près par Paul, son fidèle perroquet. En approchant, il découvrit une scène terrifiante. Une horde d'indigènes, armés de lances et de torches, attaquait un groupe de prisonniers attachés et effrayés. Les captifs, probablement des esclaves ou des marins naufragés, étaient entourés de flammes dansantes, leurs visages reflétant à la fois la peur et la résignation. Robinson sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il ne pouvait pas rester là sans agir, même si intervenir représentait un risque immense. Après tout, que pouvait-il faire face à tant d'hommes armés? Mais une voix intérieure, celle qui l'avait poussé à survivre pendant 1 an dans cet environnement hostile, lui souffla qu'il devait essayer. Sans réfléchir davantage, il saisit son couteau, ramassa une torche abandonnée sur le sol et chargea les agresseurs avec toute la détermination dont il était capable. Sa soudaine apparition, accompagnée par les cris stridents de Paul qui volaient au-dessus de lui, prit les indigènes par surprise. Ils hésitèrent un instant, suffisamment longtemps pour que Robinson puisse libérer l'un des prisonniers. Parmi les survivants, un jeune homme se distinguait par son courage et sa détermination. Malgré ses blessures, il se releva rapidement et aida Robinson à repousser les assaillants. Ensemble, ils réussirent à disperser la horde,
qui s'enfuit dans la jungle en criant des menaces incompréhensibles. Robinson, haletant et couvert de sueur, regarda autour de lui. Le jeune homme le fixait avec gratitude, ses yeux noirs brillant d'une lumière intense. « Merci », murmura-t-il dans un anglais approximatif, bien qu'épuisé. Robinson sourit malgré lui. « Tu parles ma langue ?» demanda-t-il surpris. L'homme hocha la tête. « Un peu. Appris sur bateau. » Robinson comprit alors qu'il s'agissait probablement d'un marin ou d'un esclave qui avait été capturé lors d'un raid. Décidant de ne pas poser trop de questions pour le moment, il aida le jeune homme à marcher jusqu'à sa cabane. Là, il soigna ses blessures avec des plantes médicinales qu'il avait découvertes dans la forêt. Il appliqua des cataplasmes d'aloès sur ses plaies et lui donna de l'eau fraîche. Le jeune homme, bien qu'épuisé, semblait reconnaissant. « Comment t'appelles-tu » demanda Robinson. L'homme secoua la tête. « Pas non ici » répondit-il, simplement. Robinson réfléchit un instant, puis sourit. « Alors je t'appellerai vendredi, car nous nous sommes rencontrés un vendredi. » Vendredi accepta ce nouveau nom avec un hochement de tête respectueux. Au fil des jours, leur relation se renforça. Vendredi connaissait parfaitement la faune et la flore de l'île, enseignant à Robinson des techniques de survie qu'il ignorait. Ensemble, ils perfectionnèrent leurs pièges à poissons, construisirent des filets pour attraper des oiseaux et découvrirent même des sources d'eau douce cachées dans la jungle. Vendredi montra également à Robinson comment utiliser certaines plantes comme épices pour rendre leur repas plus savoureux. Leur amitié grandissante transforma radicalement la vie de Robinson. Pour la première fois depuis son naufrage, il se sentait moins seul. Les soirées, autrefois silencieuses et mélancoliques, étaient maintenant remplies de conversations et de rires. Vendredi apprenait rapidement l'anglais et Robinson, à son tour, tentait de comprendre quelques mots de la langue de son compagnon. Paul, toujours perché sur son épaule, semblait approuver cette nouvelle dynamique, imitant parfois les sons que Vendredi prononçait, mais cette harmonie fut brisée un jour par l'apparition d'un navire européen à l'horizon. Robinson et Vendredi observèrent avec stupeur le bateau mouillé près de l'île. Cependant, ils réalisèrent rapidement que quelque chose n'allait pas. Le navire était capturé par des pirates, et ses marins étaient retenus prisonniers. Robinson, animé par un sens profond de justice, décida d'intervenir. Avec l'aide de Vendredi, il élabora un plan audacieux. Ils fabriquèrent des armes rudimentaires, des lances en bois durcies au feu, des frondes pour lancer des pierres, et même des torches enduites de résine pour créer des distractions. Pendant plusieurs nuits, ils observèrent le comportement des pirates, notant leurs rondes et leurs points faibles. Finalement, ils décidèrent d'agir. La nuit choisie pour l'attaque arriva rapidement. Robinson et Vendredi se faufilèrent silencieusement jusqu'au camp des pirates, profitant de l'obscurité pour passer inaperçus. Ils lancèrent d'abord des torches enflammées dans différentes directions, créant une confusion totale parmi les assaillants. Profitant de cette diversion, ils libérèrent les marins prisonniers, qui, bien que faibles et affamés, retrouvèrent rapidement leur force grâce à l'adrénaline. La bataille fut chaotique, mais efficace. Les pirates, pris au dépourvu, furent rapidement submergés par le nombre. Certains tentèrent de fuir vers la jungle, tandis que d'autres se rendirent sans combattre. Robinson, bien que fatigué, ressentit une immense satisfaction en voyant les marins libérés reprendre le contrôle du navire. Vendredi, quant à lui, se battit avec une agilité remarquable, utilisant ses connaissances locales pour surprendre leurs ennemis. Une fois la victoire assurée, Robinson et Vendredi retournèrent à la cabane, épuisés mais triomphants. Cette expérience avait renforcé leur lien encore davantage. Ils avaient non seulement sauvé des vies, mais aussi prouvé qu'ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle ensemble. Chapitre 7. La révolte et la fuite. Après cette victoire inattendue, Robinson Crusoe et Vendredi se retrouvèrent face à un dilemme, rester sur l'île ou partir avec les marins libérés. Pour Robinson, l'île était devenue une seconde
maison. Chaque arbre, chaque cri d'oiseau, chaque bruissement de feuilles lui rappelait des souvenirs précieux. Il avait passé des années à bâtir son refuge, à cultiver son potager, à apprendre à vivre en harmonie avec la nature. Partir signifierait abandonner tout cela, tout ce qu'il avait créé de ses propres mains. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait jamais retrouver sa vraie vie sans prendre ce risque. Il pensait souvent à sa famille, à ses amis, à la vie qu'il avait fui en Angleterre. Les soirées passées à observer les étoiles étaient empreintes de nostalgie, et il se demandait souvent ce qui serait advenu de lui s'il n'avait jamais quitté Londres. Quant à vendredi, il hésitait. L'île était son sanctuaire, mais il avait promis à Robinson de le suivre quoi qu'il arrive. Les marins, reconnaissants, proposèrent de les ramener en Angleterre. Ils insistèrent sur le fait qu'ils ne pouvaient pas rester sur l'île, car les pirates pourraient revenir avec des renforts. Robinson comprit que leur sécurité était en jeu. Après plusieurs jours de réflexion, il prit la décision difficile de partir. Vendredi, fidèle à sa promesse, accepta sans hésiter. « Où tu vas, je vais », dit-il simplement. Pendant la traversée, Robinson passa de longues heures à contempler l'océan, revivant chaque moment passé sur l'île. Il raconta son histoire à l'équipage, qu'il écouta avec fascination. Certains proposèrent même de retourner sur l'île pour y établir une colonie. Mais Robinson secoua la tête. « Elle mérite mieux que cela », dit-il simplement. L'île n'était pas seulement un lieu de survie pour lui. C'était un sanctuaire, un endroit où il avait trouvé paix et rédemption. La traversée fut longue et parfois difficile. Les tempêtes fréquentes rappelaient à Robinson la violence de la mer qui l'avait conduit sur l'île. Mais cette fois, il n'était pas seul. Vendredi veillait sur lui, partageant son expérience des voyages maritimes. Paul, toujours fidèle, restait perché sur son épaule, observant les vagues avec curiosité. Arrivés en Angleterre, Robinson et Vendredi furent accueillis comme des héros. Les journaux relatèrent leur aventure, et Robinson devint une figure célèbre. Il retrouva sa famille, qui pleura de joie en le voyant vivant. Ses parents, bien qu'âgés, le serrèrent dans leurs bras comme s'ils craignaient qu'il ne disparaisse à nouveau. Ses amis marchands l'invitèrent à des dîners somptueux, où il raconta son histoire avec passion. Mais malgré ces retrouvailles, Robinson sentait qu'il avait changé. La vie en société, autrefois si familière, lui semblait maintenant étrange et oppressante. Les rues pavées de Londres, les conversations animées, les soirées luxueuses, tout cela lui rappelait à quel point il avait été différent avant son naufrage. Il se surprit souvent à rêver des plages dorées et des cocotiers majestueux de l'île, cherchant inconsciemment à retrouver cette paix intérieure qu'il avait trouvée dans la solitude. Vendredi, quant à lui, s'installa chez Robinson, devenant un membre intégré de la maisonnée. Il apprit rapidement les coutumes anglaises, bien que certains aspects de la vie citadine le fascinent et l'effraient à la fois. Les chevaux, les charrettes et les grandes maisons en pierre étaient des nouveautés pour lui, et il posait souvent des questions à Robinson qui riait de ses observations naïves mais perspicaces. Paul, le fidèle perroquet, continua de les accompagner partout. Il devint rapidement une attraction locale, avec ses plumes multicolores et ses phrases apprises au fil des ans. Les enfants du quartier adoraient venir jouer près de la maison de Robinson, espérant entendre Paul dire « manger » ou « boire » avec sa voix chantante. Malgré son succès et sa renommée, Robinson sentait que quelque chose manquait. Il se mit à écrire son journal, consignant chaque détail de son aventure. Ce projet devint une véritable thérapie pour lui, un moyen de revivre ses moments sur l'île tout en partageant son expérience avec le monde. Il écrivit pendant des mois, relisant et corrigeant chaque phrase pour s'assurer qu'elle transmettait fidèlement ses émotions. Chapitre 8. Le retour à la civilisation. De retour en Angleterre, Robinson Crusoe reprit peu à peu ses habitudes. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à l'île. Elle était gravée dans son cœur comme un lieu de transformation personnelle, où il avait appris à survivre, à espérer
et à aimer. Il décida de raconter son histoire dans un journal, espérant inspirer ceux qui liraient ces mots. « Si j'ai pu survivre à tout cela, écrivit-il, alors vous aussi pouvez surmonter vos épreuves. » Son récit devint rapidement un best-seller, lu par des générations entières. L'île déserte, bien qu'éloignée, continua d'exister dans l'imaginaire collectif comme un symbole de résilience et d'espoir. Robinson passait désormais ses journées entre l'écriture et la contemplation. Il aimait s'asseoir près de la fenêtre de sa maison, regardant les gens passer dans la rue tout en rêvant des paysages exotiques qu'il avait connus. Parfois, il fermait les yeux et imaginait le bruit des vagues, le chant des oiseaux et le doux murmure du vent dans les palmiers. Ces souvenirs étaient une source constante de réconfort, même dans les moments de solitude. Paul, le fidèle perroquet, vécut encore plusieurs années auprès de Robinson, rappelant à chacun que même dans l'isolement le plus total, il est possible de trouver de la compagnie et de la beauté. Le vieil oiseau, bien que moins vif qu'autrefois, continuait de répéter les phrases qu'il avait apprises sur l'île. « Manger », disait-il lorsque Robinson sortait des fruits. « Boire », lorsqu'il remplissait sa gourde. Ces petites interactions apportaient une touche d'humanité à sa routine quotidienne. Vendredi, quant à lui, s'adaptait progressivement à la vie anglaise. Il apprit à lire et à écrire, découvrant avec émerveillement les livres que Robinson possédait. Ensemble, ils discutaient souvent de leur aventure, partageant des souvenirs et des anecdotes. Vendredi aimait particulièrement raconter comment il avait aidé Robinson à chasser ou à construire leur refuge, ajoutant toujours une touche d'humour qui faisait rire aux éclats. Mais malgré leur bonheur apparent, Robinson sentait que quelque chose manquait. La civilisation, bien qu'attrayante, ne pouvait pas remplacer la simplicité et la liberté qu'il avait connues sur l'île. Il se surprit souvent à rêver de retourner là-bas, ne serait-ce que pour quelques jours. Il imagina même acheter un bateau et naviguer jusqu'à l'île, mais il savait que cela ne serait pas possible. L'âge et les responsabilités l'avaient rattrapé. Un jour, alors qu'il terminait son journal, Robinson réalisa que son histoire n'était pas seulement une aventure physique, mais aussi un voyage intérieur. Il avait appris à apprécier les petites choses de la vie, à trouver de la beauté dans l'adversité et à ne jamais abandonner, peu importe les circonstances. Ces leçons, bien plus précieuses que tout l'or du monde, resteraient gravées en lui pour toujours. Il sourit en refermant son journal, sachant qu'il avait accompli quelque chose d'important. Son récit inspirerait peut-être d'autres. Personnes à affronter leurs propres défis avec courage et détermination. Et même si l'île était désormais loin derrière lui, elle continuerait de vivre à travers ses mots. Un pont entre deux mondes, deux vies et deux âmes qui s'étaient rencontrées par hasard mais qui resteraient liées pour toujours. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que s'achève ce chapitre de l'histoire de Robinson Crusoe. J'espère que ce récit vous a transporté, ne serait-ce que quelques instants, loin du tumulte quotidien, vers une île où le temps semble suspendu, où chaque ressource est un trésor et chaque jour une petite victoire. Si cette histoire vous a apporté calme et inspiration avant de sombrer dans le sommeil, alors elle aura accompli sa mission. Peut-être qu'à travers les aventures de Robinson, vous avez trouvé un écho à vos propres défis ou découvert la force tranquille qui sommeille en chacun de nous, prête à se réveiller face à l'adversité. N'oubliez pas, comme Robinson, nous avons tous notre île déserte à un moment ou un autre. Ces périodes où tout semble difficile, où la solitude pèse, mais où nous apprenons aussi à redécouvrir ce qui compte vraiment. Alors, quelle que soit votre situation actuelle, rappelez-vous que chaque petit pas compte, que chaque lumière, même vacillante, peut éclairer les ténèbres. Je tiens à vous remercier d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits apaisants qui vous accompagneront dans vos nuits. Laissez aussi un commentaire si ce voyage vous a touché. Cela me fait toujours
chaud au cœur de savoir que ces histoires trouvent leur place dans vos rêves. Prenez soin de vous, dormez bien, et surtout, gardez toujours espoir, car même sur une île déserte, on peut trouver des raisons de sourire. Bonne nuit à tous, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.